Le Proche et Moyen-Orient vit une des périodes les plus dangereuses de ces dernières années, grand temps consacré à la guerre entre l'Iran et Israël et à ses conséquences sur la situation à Gaza. Avec nous pour en parler, Alain Grèche, bonsoir. Soyez le Bonsoir. bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste, spécialiste du Moyen-Orient, directeur des journaux Orient 21 et Afrique 21, journaux que l'on peut suivre en ligne. Vous êtes notamment l'auteur du livre Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir, édition Les Liens qui libèrent. Alain Grèche, vous suivez cette région depuis des décennies, on peut le dire. Est-ce que vous avez été surpris par l'offensive israélienne dans la nuit de jeudi à vendredi dernier? Non, elle était attendue. Elle fait partie d'une stratégie maintenant qui a été petit à petit formulée par Benjamin Netanyahou. C'est redessiner la carte du Proche-Orient. Il y a eu l'attaque contre le Liban, il y a eu l'attaque contre la Syrie, on en parle peu, mais Israël a étendu les territoires qu'il occupait en Syrie. Il y a évidemment ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie. Et le bouquet final, c'est l'attaque contre l'Iran. Ils rêvaient depuis longtemps de le faire, c'est pas nouveau. Ils ont eu sans doute un feu orange, au moins américain. Et donc Alors maintenant, qu'il y avait des discussions prévues dimanche oui, oui, dernier. ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire que Iran-États-Unis. au moment où on négocie, il faut d'ailleurs rappeler, c'est-à-dire l'affaire du nucléaire iranien est un pur prétexte, parce qu'il faut rappeler que l'Iran avait signé un traité en 2015 pour le contrôle de l'enrichissement de l'uranium. Il a appliqué cet accord et les États-Unis, sous pression israélienne, en sont sortis en 2018, vidant l'accord de sa substance, parce que l'accord, c'était en échange du contrôle de l'enrichissement, Hmm. on lève les sanctions. Or, non seulement les Américains ne les ont pas levées, mais les Européens non plus. Mais Alain Grèche, on parlait en première partie effectivement du fait que tout cela se passe en dehors des clous du droit international. Mais en Israël, autant Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, est très critiqué par l'opposition, notamment Yair Lapid, notamment Yair Golan pour la gauche, autant là, il y a une unanimité autour du chef du gouvernement israélien sur cette intervention militaire. Ça veut dire que l'Iran fait peur aux Israéliens. Mais je crois que on surestime beaucoup les divergences qu'il y a à l'intérieur d'Israël. Bien sûr, il y a une détestation d'une partie de l'opinion pour Netanyahou, mais les mêmes qui détestent Netanyahou sont d'accord avec le fait de mener des actions d'extermination à Gaza, d'attaquer l'Iran. Donc il y a là-dessus un consensus. Et je dirais évidemment, ça va redonner, c'est une des raisons de cette attaque, c'est que ça redonne à Netanyahou un peu de marge de manœuvre alors qu'il était dans une situation très difficile intérieure, mais pas sur la stratégie. C'est simplement parce qu'il est en train de réformer le système politique israélien pour aller vers plus d'autoritarisme. Il a des affaires de corruption en tête, donc il y a tout ça. Et puis il y a un autre élément. Je dis, personne ne rappelle aujourd'hui que cet homme Netanyahou, est inculpé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et on fait comme si c'était rien du tout. Et y compris les Européens qui n'arrêtent pas de parler du droit international, ils pensent que on peut négocier normalement avec quelqu'un qui est sous le coup d'un tel arrêt, alors qu'ils disent que pour Poutine, c'est impossible. Que change Alain Grèche selon vous, selon votre expertise, ces hostilités entre l'Iran et Israël s'agissant de Gaza? C'est-à-dire le premier effet, c'est de marginaliser un peu Gaza, c'est-à-dire le génocide se poursuit à Gaza tous les jours, on tue des dizaines, des centaines de personnes. L'armée israélienne, je veux dire, de manière délibérée, ils ont créé, vous savez, des centres de ravitaillement. Il y en a 4 pour tout le territoire qui sont à des dizaines, très éloignés des centres de population. Donc les gens se précipitent là-bas et chaque fois qu'ils se précipitent, l'armée israélienne dit ils nous menacent et on tire. Il y a eu 50 morts. Hier c'était 80, etc., etc. Donc ça c'est terrible parce que alors que depuis un mois on sentait quand même dans les médias, notamment en France, qu'il y avait un changement de ton, qu'on parlait maintenant de crimes contre l'humanité, qu'il y avait des gens qui avaient soutenu le génocide au début, disaient non, c'est pas bien d'aller. Maintenant, ces voix, elles se sont malheureusement tues. Alors on va prendre la direction de la bande de Gaza où l'on retrouve le journaliste francophone, correspondant de guerre, Rabi Abou Jamous, auteur de Journal de bord de Gaza, qui a eu le prix Bayeux en 2024. Bonsoir Rami Abou Jamous, merci d'être avec nous. Première question, cette guerre Israël-Iran, comment la vivent les Palestiniens à Gaza? Est-ce qu'il y a la crainte d'être oubliés? Rappelons que ce sont des territoires tout petits et que les Palestiniens de Gaza voient aussi les missiles iraniens qui déferlent le soir sur des villes comme Tel Aviv. Comment est-ce que c'est vécu sur place? Est-ce qu'il y a une crainte aussi d'être éclipsé par ce nouveau conflit, ce nouveau front?
Malheureusement, ça fait 2 ans qu'on est éclipsé. Il y a un silence de communauté internationale. Déjà, aussi silence au niveau médiatique. La guerre qu'on est en train de subir, c'est une guerre pas que arsenal militaire, mais aussi une guerre médiatique. Malheureusement, il y a peu de voix qui sortent de Gaza et de la Palestine en général. Et donc, non seulement on est affronté avec un arsenal militaire, mais on est affronté aussi avec un arsenal médiatique. Et malheureusement, là, pour la population, aujourd'hui, on est dans le mode de survie. C'est-à-dire, moi, en tant que journaliste, mes amis, mes voisins, mes connaissances, je reçois des centaines d'appels par jour pour me dire alors, est-ce que il y a des fuites de Doha, de l'Égypte, du Caire, est-ce qu'il y a un cessez-le-feu? Depuis presque 3 semaines ou un peu plus, la question qui me pose, qui fait poser, c'est toujours est-ce que le centre de distribution va être ouvert? Est-ce qu'il y aura de l'aide humanitaire qui va passer? On est vraiment passé à la mode de survie. Les gens, ils pensent plus qu'il va y avoir une trêve. Ils sont tellement désespérés. Ils savent très bien qu'on est en train de subir le pire génocide, ou bien gazacide, palestinocide qu'on est en train de vivre, mais personne ne bouge. Donc maintenant, ils sont dans le mode survie, c'est-à-dire même, on sait très bien que on est dans ce qu'on appelle un Hunger Game, mais pas de la fiction, de la réalité. Aller chercher à manger parce qu'on est affamé, on sait très bien que ça peut finir à mourir, Rami? mais malgré Ouais. ça, il y a des centaines, vous avez vu les images, des dizaines de milliers de personnes qui se dirigent à chaque fois dans ces centres de distribution, justement parce que leurs enfants, ils sont affamés, parce que leurs familles, ils ont besoin de manger et ils risquent leur vie. Rami Malheureusement, Abou-Jamous, maintenant, on est plutôt dans tout ce ouais. qui est. Pardonnez-moi de vous couper, Rabbi Amoujem, j'aimerais vous entendre aussi en comprendre. Vous le disiez, la priorité, c'est de trouver à manger, notamment les familles pour leurs enfants à Gaza. Cette conférence à l'ONU, lors de laquelle Emmanuel Macron devait reconnaître officiellement un État palestinien, a été reportée juste après les premières frappes israéliennes sur l'Iran. Les Palestiniens, est-ce qu'ils mettaient de l'espoir dans cette conférence? Oui, bien sûr, parce que on sait très bien que c'est comme Alain vient de dire, c'est que il y a un changement de ton au niveau européen, au moins au niveau européen. Donc on espérait que ce changement de ton allait faire quelque chose, même un peu de pression, même si c'est un peu symbolique, mais au moins on commence à parler d'une façon politique de ce qu'on est en train de vivre, parce que depuis la guerre, on parle que de tout ce qui est humanitaire. La cause palestinienne, la guerre à Gaza, le génocide, ça s'est rétréci à des besoins humanitaires. Et tout le monde a commencé à se mobiliser à cause parce qu'on est affamé. Comme quoi, il fallait que d'être affamé pour se mobiliser, mais pas d'être tué ou bien massacré pendant c'est presque 2 ans. Mais malheureusement, on est devant un Netanyahou qui est comment dire, très malin de faire bouger le monde toujours dans son côté. Tout le monde attendait cette conférence pour qu'il y aura une reconnaissance de l'État palestinien. Donc lui, il a bouleversé la table et maintenant les Européens, même la France qui a dit que ce qui se passe à Gaza, c'est une honte, ils l'ont dit clairement qu'on se tient à Israël pour se défendre, comme quoi c'est l'Iran qui a attaqué Israël et c'est pas Merci. l'inverse. C'est toujours l'inversement de rôle qui se passe dans cette région-là quand il s'agit d'Israël. Merci beaucoup, Rami Abou-Jamous, d'avoir été avec nous en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde. Alain Grèche, on va revenir sur cette question de cette conférence reportée, sur le poids symbolique et politique de ce report. Mais d'abord, c'est vrai que ce mot génocide revient de plus en plus. La Cour internationale de justice n'a pas encore statué. C'est un terme qui est lourd de signification. Vous avez rappelé les chefs d'inculpation du Premier ministre israélien. Pourquoi la Cour internationale de justice ne se prononce pas sur le sujet, ce qui pourrait permettre d'éviter justement les polémiques et les querelles intellectuelles et politiques, Non. quand on connaît le poids de l'histoire? Il faudra beaucoup de temps pour se déterminer, dire il y a tous les éléments d'un génocide, ce que la Cour internationale de justice a dit, c'est une chose, et après, il faut que ce soit traduit devant la Cour internationale, devant éventuellement la Cour pénale internationale. Ça prend du temps, mais si vous voulez, c'est comme si on avait dit aux Tutsis qui étaient massacrés pendant le génocide au Rwanda, écoutez, avant qu'on qualifie ça de génocide, il faut attendre que le tribunal se réunisse. Donc, je crois que... Mais
Mais vous avez eu du mal à l'utiliser, par exemple. Ah oui, vous, non, moi, vous qui êtes d'une famille juive égyptienne, par exemple. Non, aucun mal. Le génocide, c'est un monopole de personne. Il y a eu le génocide des Arméniens, il y a eu le génocide des Tutsis, il y a aujourd'hui un génocide à Gaza, il y a eu le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas de monopole. Et malheureusement, je veux dire, Israël veut essayer de dire qu'elle a une espèce de monopole sur qu'est-ce que c'est un génocide. Mais c'est le droit international. Certains Israéliens commencent à l'utiliser. Oui, le droit international ne dit pas ça. Le droit international définit les conditions. Une des choses qui me frappe quand on discute sur le génocide, c'est que les gens qui en parlent n'ont jamais aucune formation juridique ou aucune idée de ce qu'est le droit international et la définition de génocide. Il y a des gens qui disent « Ah, mais ils n'ont pas tué tous les Palestiniens, donc c'est pas un génocide. » Mais Hitler, il n'a pas tué tous les Juifs et c'est un génocide. Donc, il y a des critères bien précis. Oui, des critères bien précis. Sur cette conférence, voilà, en tout cas, qui méritait d'être dit et clarifié de votre part, cette conférence de l'ONU qui est reportée, selon vous, Emmanuel Macron, il commet une erreur politique ou symbolique? Mais je veux dire, moi, j'ai toujours trouvé les déclarations d'Emmanuel Macron extrêmement confuses, puisque l'idée, c'est nous allons reconnaître l'État palestinien si les Saoudiens reconnaissent Israël, ce qui est impossible aujourd'hui. C'était une conférence franco-saoudienne. Donc, en fait, ils n'osent pas prendre la décision. Mais encore une fois, comme si, je dis, on discute avec un gouvernement israélien dirigé par quelqu'un qui est inculpé par la Cour pénale internationale et qu'on reconnaît comme État, mais on ne veut pas reconnaître l'interlocuteur palestinien. Emmanuel Macron dit sans le Hamas a eu ses dirigeants aussi inculpés. Oui, bien sûr, le Hamas a eu, et puis je pense qu'il y aura d'autres dirigeants israéliens inculpés, mais là, on est dans la solution politique. Rami a dit quelque chose de très important. La question palestinienne n'est pas une question humanitaire. Bien sûr, il y a un génocide et c'est terrible, mais c'est une question d'un déni du droit du peuple palestinien à créer son propre État depuis des dizaines d'années. C'est ça. Si vous voulez, c'est encore possible de créer cet État ? Écoutez, en tous les cas, c'est un principe du droit international qu'un peuple a droit à un État. Qu'on ne peut pas... les Palestiniens vivent sous occupation depuis des décennies. Il y a des gens qui n'ont connu... Enfin, la majorité de la population palestinienne aujourd'hui n'a connu que l'occupation. Tant qu'il n'y aura pas ce droit, il ne faudra pas être surpris s'il y a de la violence et s'il y a une situation instable. Merci beaucoup Alain Grèche d'avoir été avec nous ce soir en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde.